Bienvenue dans cette conférence. Alors j'ai toujours rêvé de faire des conférences, seulement je ne suis invité nulle part puisque j'en ai jamais fait. Du coup je me suis dit je vais faire une conférence devant ma famille et la filmer. Donc cette conférence va parler tout simplement des crises. On va essayer de comprendre comment a lieu la chute d'une nation, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le monde d'aujourd'hui pour nous préparer aux crises à venir et comment appliquer ces principes pour progresser à l'échelle individuelle. Donc, je vous laisse imaginer une nation absolument prolifique, l'Égypte. Voilà, il fait chaud, on peut apercevoir le Nil, tout est super. Seulement, est-ce que vous savez comment est-ce que cette nation s'est effondrée? La question, elle n'est pas super compliquée non plus, puisque le règne des pharaons prend officiellement fin en -30, lorsque tout simplement Rome, du moins l'Empire romain, conquiert l'Égypte pour en faire une province. Ce qui est par contre étonnant, c'est que c'est ensuite Rome lui-même qui tombe, l'Empire romain en fait, et qui finit tout simplement par céder à cause des invasions barbares et des chefs d'État de plus en plus faibles. Donc, le problème, c'est qu'il y a un facteur qu'on n'a pas mentionné juste avant. C'est que chaque nation qui a conquis une autre était d'abord dépendante de cette nation. C'est en fait comme une relation, mais plus une relation toxique en fait. Une relation dans laquelle l'un est plus dépendant de l'autre. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on peut faire ce parallèle avec aujourd'hui. Einstein disait, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En fait, c'est la nation elle-même qui se fragilise, qui se détruit de l'intérieur. Autre exemple plus récent. Vous connaissez tous la crise des subprimes déclenchée en 2008. En fait, elle trouve son origine dans un excès d'endettement des particuliers. Ok, ça c'est rien de nouveau, c'est la théorie économique. Seulement, d'où vient cet endettement des particuliers? Eh bien, de l'interdépendance économique et financière entre les pays. En d'autres mots, la mondialisation. Subprime, c'était les débuts de la mondialisation. Seulement, on a voulu continuer dans cette voie. Et on va subir des crises de plus en plus graves. On a déjà commencé à avoir des problèmes arriver, comme par exemple la montée du pétrole. Donc, comme on l'a vu, l'un des vrais problèmes, c'est la dépendance d'un pays à un autre. Une nation devient faible quand elle est dépendante à une autre. Tout comme l'Égypte et l'Empire romain, ils avaient d'abord créé une relation. Et en fait, c'est pareil dans votre vie, en fait. Si vous êtes dépendant de quelqu'un, de quelque chose, eh bien, vous n'allez pas pouvoir subvenir à vos propres besoins et progresser de manière continue. Donc tout ça, ça nous ramène à une citation qui dit que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent à nouveau des hommes faibles, et comme on va le voir, il y a plusieurs manières de devenir faible, et les hommes faibles créent des temps difficiles, la boucle se répète. Comme par exemple, l'Empire romain, qui arrive à des temps faciles, qui délègue l'armée à d'autres nations, typiquement les barbares, et c'est le début de la chute. La question est, dans ce schéma très théorique, où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, entre 2009 et 2019, on a eu des temps faciles, trop faciles, et peut-être même les temps les plus faciles de l'humanité. On n'a jamais vu une génération aussi faible qu'aujourd'hui, même si j'en fais partie. C'est pour ça qu'on procrastine que la procrastination est devenue un problème de plus en plus récurrent. Parce qu'avec les outils comme le smartphone, etc., on voit un vrai problème de dépendance et de faiblesse arriver. Donc c'est pour ça que cette citation, donc les temps difficiles, créer des hommes forts, machin truc, peut être résumée en 3 phases. Les 3 phases d'une nation. Première phase, le pays sert une fonction particulière. Typiquement, si on prend un autre exemple, une école sert à éduquer, une entreprise à gagner de l'argent, disons par exemple une équipe de foot à s'amuser. Donc ça, c'est la première phase. Tout simplement, c'est les temps difficiles, mais ces temps difficiles créent un but. Et ce but résulte à des gens forts et motivés. Deuxième phase, elle développe sa propre culture.
son propre jargon, sa propre manière de penser, sa propre langue, en clair, sa vision du monde et sa manière de faire les choses. C'est l'apogée de la civilisation. Si on voit ces trois phases comme une pyramide, eh bien, la deuxième phase, elle est ici, au sommet. Tout va bien pour la nation. Seulement, la troisième phase, c'est que la nation devient une fin en soi. Sa fonction initiale disparaît. Elle sert avant tout à répondre aux besoins sociaux des membres. On finit en fait par oublier la nation telle qu'elle était avant, son histoire, etc. Et l'identité d'un pays finit par disparaître, tout comme les citoyens qui s'y trouvent. Autre exemple, est-ce que vous savez comment une étoile explose? Eh bien, quand une étoile explose, on appelle ça d'ailleurs effondrement de cœur, eh bien, elle s'effondre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le noyau de l'étoile, le cœur, est trop chargé de fer, ce qui finit par consommer plus d'énergie qu'il n'en produit. L'étoile explose. Et en fait, ça nous amène au deuxième type de faiblesse, hormis la dépendance, l'absence de but. Les temps difficiles créent un but. Et ce but permet à une nation de devenir forte, de devenir tout simplement exigeante envers l'objectif à atteindre. Tout comme l'étoile, en fait, elle n'a plus de but, puisqu'elle consomme plus d'énergie qu'elle en consomme. Elle explose. Donc c'est super important même pour un individu, un homme, une femme, peu importe, qui veut s'accomplir et tout simplement ne pas errer. Eh bien, la première chose à faire est de définir un but, de savoir où aller, de tout simplement définir l'endroit où tu vas aller. C'est comme un GPS. Si on dit au GPS où aller, ça donne en fait un but précis, on sait où aller, comment aller et en combien de temps. En clair, c'est beaucoup plus facile. Alors que si le GPS ne sait pas où aller, il a beau te donner tous les itinéraires, trop de choix, tu le choix, on ne sait pas où aller. Donc, on va donner un autre exemple avec un individu cette fois-ci, qui passe toujours par les mêmes trois étapes, un sportif. Imaginons un boxeur qui rêve de devenir champion. Il va s'entraîner encore et encore, il va s'entraîner super dur, et puis au bout d'un moment, il va finir par atteindre son but. Peut-être qu'à la base, son but, c'était de nourrir sa famille, de se sortir de la précarité, ou tout simplement de rêver de gloire. Le problème, c'est que quand un boxeur, ou n'importe quel sportif, ou peu importe quelqu'un qui a un but, finit par atteindre son apogée, vous voyez l'espèce de les fameuses trois phases, et bien en fait, il finit par retomber parce qu'il n'a plus de but. Et on peut prendre l'exemple avec un sportif comme Mike Tyson par exemple. Donc en fait, c'est un peu comme un phénix qui meurt tout seul, puis qui renaît, qui meurt, qui renaît. Et en fait, dans notre vie, on subit plein de variations comme ça. Pareil pour une nation. Seulement, une nation apparaît, une autre apparaît. Une nation vit, elle meurt, une autre est remplacée. Certains y arrivent plus longtemps, certains n'y arrivent pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cycle vicieux, mais vertueux en même temps. C'est la création et la destruction dans le même cercle. Donc, comment briser ce cercle vertueux, vicieux, peu importe? Eh bien, pour ça, la nation doit être antifragile. Alors, c'est quoi l'antifragilité? Eh bien, c'est un concept inventé par un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit un fabuleux livre qui s'appelle L'antifragilité, qui dit tout simplement, dans le plus grand des calmes, que l'inverse de fragile, c'est pas résistant, c'est antifragile. L'antifragilité, c'est quoi? Si je prends cette bouteille, que je la fais tomber, elle se casse, elle est fragile. Si maintenant je prends cette même bouteille, que je la fais tomber, elle devient plus résistante. Si maintenant je la fais tomber d'encore plus haut, elle devient encore plus résistante. C'est ça l'antifragilité. Maintenant, est-ce que c'est possible d'atteindre ce stade à l'échelle d'une nation? Eh bien, je pense honnêtement que non. Tout simplement parce que c'est comme en manipulation de masse.
C'est-à-dire que c'est facile, entre guillemets facile, évidemment ça demande encore un effort, mais c'est beaucoup plus facile de manipuler une seule personne que de manipuler une masse entière, même si c'est encore possible. Et du coup, eh bien, pour qu'une nation entière devienne forte, c'est très difficile. On ne peut pas faire en sorte que tout le monde développe des capacités physiques et mentales. Donc, la solution, ça serait de créer des individus forts. Pour qu'une nation survive, en fait, il ne faut pas que tout le monde soit fort. Il faut en fait que 50%, du moins 51% soit plus fort pour que cette partie forte puisse se tenir aux autres, même si ça pose encore des problèmes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand je dis individu fort, je ne parle pas seulement des muscles, puisque à l'époque des Romains, c'était peut-être vrai, puisqu'il n'y avait pas toute cette technologie qu'on a actuellement. Maintenant, c'est plus seulement le physique, mais aussi la capacité à réfléchir, à être inventif et à produire de la connaissance qui va devenir important. Le problème, c'est que en Occident, l'école de la connaissance, elle en produit de moins en moins. C'est plus de l'opinion que de la connaissance en fait. Et du coup, ça crée en fait un déséquilibre. La connaissance, c'est un avantage compétitif énorme pour un pays. Et ça, la Chine, elle l'a très bien compris. Récemment, je disais que l'algorithme TikTok favorise les contenus, entre guillemets, abrutissants aux Occidentaux, du moins du coup en Europe et aux États-Unis, et qu'il favorise les contenus de vulgarisation scientifique en Chine. Donc typiquement en Europe ou aux États-Unis, l'algorithme met en avant des jeunes gens dénudés, des blagues, des clips, des parodies, et en Chine, c'est une autre histoire. Donc oui, une nation sans intelligence, aujourd'hui, va s'effondrer. Rome s'est effondrée quand ils ont délégué la création de la connaissance militaire aux autres. Et un autre exemple où une nation est montée en flèche, quand les États-Unis arrivent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou du moins ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient prêts à payer à Einstein une somme faramineuse, je ne me souviens plus exactement, simplement pour vivre aux États-Unis. Même pas pour faire des recherches, simplement pour vivre. Einstein refusa parce qu'il voulait être traité comme tous les autres juifs, mais du coup il vivait quand même aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que ce personnage, donc Einstein, est un personnage absolument fabuleux parce qu'il réussit à garder de l'humilité quand en fait c'est l'un des plus grands génies de l'histoire. Ça nous arrive à un concept que j'ai inventé qui s'appelle le phénix savant. Alors, c'est quoi un phénix savant? Le phénix, vous savez ce que c'est ce personnage, du moins cette créature mythologique qui renaît de ses cendres, qui tout simplement meurt et renaît. Et pourquoi savant? Tout simplement parce que un phénix savant, ça peut être une nation, ça peut être un individu qui peut produire assez de connaissances pour pouvoir renaître de leurs cendres. Donc si on imagine un jeu vidéo, la connaissance, c'est l'attaque, c'est la défense et c'est la potion de renaissance en même temps. Un phénix savant, c'est tout ça, en même temps. Donc voilà, un phénix savant, c'est aussi quelqu'un de puissant. Comme les Grecs le disaient, il faut être sain d'esprit et sain de corps. Un phénix est puissant, mais un phénix savant est puissant et intelligent. Un oiseau est libre, sauf quand on l'enferme dans une cage. Typiquement, pour une personne, cette cage, ça pourrait être l'école, qui d'ailleurs est construite comme une prison. Donc un phénix savant est aussi capable de renaître de ses erreurs. Il est antifragile dans l'esprit. Et c'est ça qui est tellement passionnant avec ce concept de phénix savant, c'est que on peut nous-mêmes le devenir. Donc ça peut être l'esprit pour une personne ou la connaissance du coup pour une nation. Un phénix redevient aussi jeune, comme un curieux, qui découvre tout simplement de nouveaux domaines et tout simplement explore encore et encore comme un enfant qui s'extasie devant plein de choses tout simplement. Renaître, c'est aussi changer la personne que l'on est, que l'on était, pour se redéfinir, pour s'améliorer, pour progresser. Typiquement, un exemple, c'est la détox de dopamine.
qui est très à la mode en ce moment, et ça veut tout simplement dire se renforcer pour devenir plus fort. Typiquement, moi, ça fait maintenant 2 mois que je suis en détox de dopamine, et clairement, les choses n'ont jamais aussi bien marché pour moi. Parce qu'en fait, faire du sport est devenu un plaisir, et lire aussi, alors que la plupart des gens se forcent pour le faire. En fait, parce que c'est dans la contrainte que naît la progression. C'est dans la contrainte que naît la renaissance. S'il y a une notion à retenir de cette conférence, c'est ça. Devenez un phénix savant. Avant d'aller à la suite, si vous voulez aller plus loin de cette notion de phénix savant, j'ai une formation d'introduction que j'ai nommée la prise de notes phénix, qui vous permettra vous aussi de faire des liens entre différentes thématiques et de vous armer intellectuellement pour vous aussi devenir un phénix savant. On continue avec la 3e manière de devenir faible. Donc pour introduire cette 3e manière, je vous cite une citation de Isaac Asimov. Une nation qui a beaucoup de connaissances mais qui produit peu de sagesse est vouée à l'échec. Et c'est tout le but. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de connaissances, mais si on n'a pas de sagesse, eh bien, en d'autres termes, c'est clairement foutu. Donc, un pays meurt quand il y a un déséquilibre entre les valeurs qui suivent. Ces valeurs qui suivent représentent la sagesse. Pas une seule valeur en particulier, mais toutes combinées. Donc, la première valeur, c'est le soin, c'est de protéger les plus faibles. La deuxième, c'est la justice, qui a double tranchant, parce que c'est soit certains ont droit à un traitement plutôt qu'un autre, soit certains, tout le monde a le droit au même traitement. Donc, la justice est une notion qui peut être interprétée différemment. Il y a la hiérarchie, chacun son statut, la loyauté, la liberté, typiquement ne pas imposer de choses, etc. Le sacré, comme par exemple l'histoire d'une nation, etc. Le tout réuni ensemble, c'est la sagesse. Voilà, parce que la sagesse en soi, c'est se connaître. Quand on connaît l'histoire de sa nation, quand on respecte celle des autres, quand on a le sens de la justice, etc., ça forme un tout, la sagesse. Donc en fait, c'est comme une lumière blanche. La lumière blanche que vous voyez sur ce mur est en fait composée de toutes les lumières, du moins celle de l'arc-en-ciel. Donc en fait, la sagesse, c'est le tout réuni. Vous pouvez par exemple avoir trop de soins, ce qui pose un problème car la nation ne pense plus à soi. On peut avoir pas assez de liberté, ce qui évidemment conduit la nation à une dictature. On peut avoir trop de liberté, ce qui fait que chacun peut tuer n'importe qui sans avoir de conséquences graves derrière. Donc l'équilibre se trouve du coup dans toutes ces valeurs et c'est pour ça que l'opinion forcée par exemple à l'école ne devrait pas exister parce que ça crée un déséquilibre. Donc vous l'aurez compris, vous l'aurez peut-être reconnu aussi, les valeurs qui suivent, c'est grosso modo des valeurs des partis politiques en fait. C'est-à-dire que les partis politiques ont une valeur en plus plutôt qu'une autre, et ça fait qu'il y a des désaccords. Donc c'est comme ça qu'une nation devient faible, quand il y a un déséquilibre. On peut avoir de la sagesse, mais pas de connaissance, ce qui donne tout simplement une tribu mythique dans une forêt, mais elle ne va pas produire grand-chose. Si on a au contraire beaucoup de connaissances, mais peu de sagesse, c'est en clair une ville qui est vouée à brûler, puisqu'elle n'a aucune sagesse à l'intérieur d'elle, et donc elle ne peut rien faire de cette connaissance. La 4e manière pour qu'une nation s'éteigne, et la dernière, c'est d'avoir un déséquilibre entre l'ordre et le chaos. Il ne faut pas avoir trop d'ordre, mais pas trop de chaos non plus. Et c'est pareil pour un individu. Tout ce que je vous ai cité juste avant, ce qui est applicable à une nation, s'applique aussi à un individu. L'équilibre se crée entre la dispersion, comme par exemple des atomes à l'état gazeux, ou alors des notes de musique jouées de manière aléatoire. Donc ça, c'est la première manière, dispersion. Et ensuite, on a la hiérarchisation. Typiquement, c'est les atomes à l'état solide, ou alors une seule note de musique jouée, ce qui n'est pas non plus très mélodieux. L'équilibre, c'est dans l'état liquide des atomes. L'équilibre, c'est dans la mélodie, une suite de notes structurées mais qui forment un tout. Et c'est pareil pour une nation. En fait, à l'échelle de l'individu, on devrait faire pareil. Il faut avoir un mélange entre ordre et chaos. Si on a trop de chaos, on est entre guillemets
enfin on n'est pas capable de se responsabiliser soi-même, mais si on a trop d'ordre, on n'est plus capable de faire face au chaos autour de nous. Bon, après, ce concept-là, je l'ai volé au professeur de psychologie Jordan Peterson et je vous conseille de lire ces 2 livres pour aller plus loin. Maintenant, à l'échelle de l'individu, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'une société est en déclin qu'en tant qu'individu, on ne peut pas s'en sortir. On peut très bien vivre dans une nation qui, tout simplement, est en train de s'éteindre. Tout comme on peut tout simplement vivre de manière précaire dans une nation qui bat tous les records. L'un est à dissocier avec l'autre, même si l'un peut aider. Si évidemment on est le meilleur sur des ruines, ça ne sert à rien, on est d'accord. Mais il y a quand même un décalage entre nous et la nation. Donc le message à retenir de cette conférence, c'est prenez votre part individuelle dans l'échiquier international et territorial. En devenant une entité forte, comme par exemple un phénix savant. Si tout le monde dans une nation sera fort, la nation le sera. La première chose à faire est de le devenir. Trouvez votre propre équilibre. Ne restez pas immobile, vous n'êtes pas inutile. Je vous remercie.